La Cour suprême des États-Unis a accepté de se prononcer sur une affaire majeure concernant l'avortement. Près de 50 ans après la célèbre décision qui a créé un droit à l'avortement au titre de la vie privée, la Cour suprême pourrait revenir sur cette décision et restreindre l'accès à l'avortement. Alors comment, pourquoi? Nous vous expliquons tout cela ce soir dans le droit en débat avec Grégoire Pupin, qui est directeur de l'ECLJ. Alors on va parler en détail ce soir de cette affaire, mais d'abord, Grégoire Pupin, qu'est-ce que vous pourriez clarifier pour nos auditeurs la situation en fait de ce qu'on appelle le droit à l'avortement aux États-Unis, parce que je pense que les auditeurs seront assez surpris. Eh bien, depuis une décision que vous avez citée, Roe vs Wade de 1973, l'avortement est considéré aux États-Unis comme un droit de nature constitutionnelle, donc garanti par la Constitution sur l'ensemble du territoire américain. Donc à toutes les femmes, sans motif particulier. Alors la question qui se pose aujourd'hui, c'est principalement celle du délai en fait, de l'avortement. C'est toujours une question importante aux États-Unis, mais aussi en Europe, parce que dès lors qu'on autorise l'avortement, il est difficile de savoir jusque quand et pourquoi telle date. Il y a un caractère quelque peu arbitraire dans le choix de la date de limite d'avortement légal. Et donc dans l'affaire de 1973, la Cour suprême avait dit droit à l'avortement pendant le premier trimestre de façon libre, de façon très large aussi pendant le deuxième trimestre. Et voilà, alors c'était une première étape. Ensuite, il y a eu une deuxième décision qui a été rendue en 1992, l'affaire Casey, où là, la Cour suprême a dit l'avortement doit être libre jusqu'au seuil de viabilité de l'enfant. Ce qui veut dire... rien du tout, parce qu'en fait, la viabilité, en 92 et en 73 et en 2022, c'est pas la même chose. Ouais. Ça change selon l'évolution des techniques, ça change selon les enfants. Donc, il y a des enfants qui peuvent survivre bien avant le seuil généralement retenu de 24-25 semaines. On a des cas d'enfants, le CLJ a travaillé sur le sujet, des enfants, vous savez, qui survivent à leur propre avortement tardif, en dehors donc du sein de leur mère. Donc voilà, la question du délai est toujours marquée par l'arbitraire. Et donc dans l'arrêt de 92, le seuil avait été fixé à la viabilité, pensant que c'était là une forme de critère objectif à partir du moment à partir duquel l'enfant mérite la protection. Voilà, c'était ça la situation générale américaine. Et justement, aujourd'hui, c'est, je crois, l'État du Mississippi qui a voulu prendre une loi pour réduire ce délai. C'est vraiment la question du délai qui est au... Voilà, toujours. Alors, l'État du Mississippi a adopté une loi qui souhaite protéger la vie de l'enfant à partir de la 15e semaine. Ce qui, du point de vue français ou européen, est déjà très, très, très large. Puisqu'on a une moyenne plutôt de 12 semaines, c'est voilà, ça, en Europe, c'est 12 semaines. On voit bien la France, là, est en train de débattre pour une extension à 14 semaines. C'est déjà beaucoup. Des médecins refusent cette extension. Alors que là, aux États-Unis, on est dans la situation inverse, où l'État du Mississippi veut rabaisser le délai légal à 15 semaines, et ça fait hurler les promoteurs de l'avortement. Et donc, du coup, la Cour suprême a accepté de se prononcer, de se pencher sur cette affaire. Elle l'avait refusé beaucoup. Et le CLJ est intervenu dans cette affaire. Voilà, alors le CLJ est intervenu, ainsi d'ailleurs que notre organisation sœur aux États-Unis, l'American Center for Law and Justice, et d'autres organisations. Nous sommes intervenus, nous avons soumis un mémoire, nous avons présenté la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme à la Cour suprême pour montrer qu'en Europe, il n'existe pas de droit à l'avortement garanti par la Convention européenne des droits de l'homme. C'est faux, il n'y a pas de droit à l'avortement, il y a une tolérance. Pour montrer aussi que les délais en Europe sont en général autour de 12 semaines. Et donc, elles peuvent très bien valider la loi du Mississippi sans sortir, on va dire, de ce qui se pratique généralement dans les pays occidentaux. Donc ça, c'était notre approche, qui est parfaitement objective. Alors, chose assez amusante, suite à notre mémoire, il y a un certain nombre de personnalités pro-avortement qui se sont mobilisées pour rédiger un contre-mémoire contre le nôtre, en rassemblant quelques universitaires et militants de l'avortement. Donc voilà, il y a un débat, il y a énormément d'attention qui est portée à cette affaire à la Cour suprême. Et l'audience, donc là, c'est tenu il y a quelques jours. C'était intéressant et ça va effectivement aboutir à une décision.
Alors, on va parler de l'audience tout de suite. Je voudrais juste revenir pour bien clarifier pour les auditeurs le fait que l'affaire en fait est à la Cour suprême et donc la Cour permet à toute partie intéressée de donner son opinion. Donc c'est la tierce intervention, c'est ce que le Oui. CLJ a fait. Et donc il y a eu, ça c'est aussi intéressant quand même, vraiment des dizaines et des dizaines de tierces interventions d'ONG pour avortement, d'autres contre. Oui. Mais il y a aussi eu des experts de l'ONU même Alors qui sont voilà, intervenus. c'est Est-ce que vous vrai. voudriez Donc, dire un mot, oui, c'est vrai. Donc, le mécanisme à la Cour suprême est assez ouvert. Mhm. Il faut être autorisé par l'une des parties à intervenir, ce qui en général est assez facile. Il y a de nombreuses interventions. Il est évident que les juges ne vont pas tout lire. Ils vont lire que les principales, les plus sérieuses. Parmi celles-ci, il y a une intervention qui a été soumise par 8 experts des Nations Unies. Mhm. Alors évidemment, nous avons regardé avec grande attention ce texte, en particulier en raison de ses auteurs. Mhm. Parce que, comme vous le savez, nous avons fait ce rapport de l'ECLJ sur le financement des experts des Nations Unies, dans lequel nous avons identifié le fait que certains de ces experts sont en fait des militants de l'avortement, des personnes qui pratiquent l'avortement, et qui sont financés par des organisations privées, en particulier l'Open Society et la Fondation Ford. Et donc ce mémoire remis à la Cour suprême, eh bien en fait il a été rédigé, je ne sais pas par qui, mais en tout cas il a été signé par 2 experts principalement. L'expert des Nations Unies sur le droit à la santé, Madame Mofokeng, et puis la présidente du groupe de travail sur les discriminations envers les femmes, Madame Upreti. Or, ces deux experts sont des militantes de l'avortement. Madame Mofokeng est une médecin qui pratique elle-même l'avortement depuis des années, qui siège dans des associations de promotion de l'avortement en Afrique, etc. Donc c'est vraiment une militante complète. Et Madame Upreti est une juriste qui même a travaillé pour l'association qui a introduit le recours devant la Cour suprême, le Centre pour les droits reproductifs, et qui aujourd'hui dirige également un groupe de lobbying, on peut dire, en matière de droits des femmes, d'avortement, et simultanément siège comme expert des Nations Unies sur ce même sujet. Donc on voit bien, là effectivement, c'était l'occasion de montrer, d'illustrer, on va dire, notre rapport par cet exemple précis. Parce que finalement, qu'est-ce qui est, selon vous, vraiment choquant dans le fait que ces experts interviennent dans cette procédure? Parce qu'au fond, comme je disais, il y a énormément d'associations ou d'universitaires qui sont intervenus à la Cour suprême dans cette affaire, et évidemment, le débat est très tendu, puisque c'est un sujet passionnant et passionné. Qu'est-ce qui est particulièrement problématique avec cette intervention, selon vous? Bon, moi, ce qui est problématique déjà au départ, en fait, c'est que des militants radicaux, comme Madame Mofokeng, qui pratique l'avortement, qui fait partie de nombreux conseils d'administration d'organisations de promotion de l'avortement, soient désignés comme experts des Nations Unies pour le droit à la santé. Déjà, ça, c'est problématique. On l'a montré dans notre rapport. Et une conséquence de ce problème, c'est qu'elle intervient maintenant auprès de la Cour suprême, mais en se prétendant expert, neutre et impartial, représentative de la voix officielle des Nations Unies, ce qui n'est absolument pas le cas. Il est évident qu'elle n'est pas neutre, elle n'est pas impartiale, et elle ne peut pas prétendre représenter la position des Nations Unies. D'ailleurs, leur rapport qu'ils ont soumis est caricatural, parce qu'elle-même présente ses propres textes, ses propres rapports à elle, comme étant la voix et l'analyse officielle des Nations Unies sur la question de l'avortement. Ah oui, elle s'autocite. Elle s'autocite, donc c'est auto-référencé, et donc évidemment ça manque totalement de crédit, mais vu de l'extérieur, ça paraît sérieux. Une personne qui ne connaît pas le dessous des cartes sera impressionnée par un tel rapport, il pourra y croire. C'est pour ça que nous avons pris soin d'exposer la situation de façon objective et transparente. Alors je le disais en introduction, le 1er décembre, il y a eu cette audience, presque 2 heures de débat, donc entre le représentant du Mississippi qui défendait la loi, le fait d'interdire à partir de 15 semaines l'avortement à la demande, et donc l'État et l'hôpital, en fait, la clinique. L'avocate, en fait, de la clinique, qui est elle-même juriste pour le Centre pour les droits reproductifs, voilà, pour lequel a travaillé l'une des expertes. Ah, le monde est petit. Alors, qu'est-ce que vous retenez de cette audience, des débats échangés, vraiment? Quelle analyse? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Bon, d'abord, je pense qu'on peut en dire qu'il est fort dommage, au plan général, que ce débat ait lieu. Pourquoi? Parce que c'est une conséquence d'un problème déjà finalement observé en 73, c'est le fait que des juges s'estiment compétents pour créer des droits. En 73, ils ont littéralement créé un droit à l'avortement
sans passer par la voix du peuple, par le suffrage. Et là, c'est pareil, de nouveau, on répond à ce problème. Donc les juges ont bien conscience, en tout cas une partie d'entre eux, et puis le représentant du Mississippi, ce qu'il demande, il dit, écoutez, en fait, ce n'est pas à vous, juges, de décider de cela, c'est au peuple de décider, c'est lui qui est souverain sur ces questions. Donc la Constitution est muette, disent-ils, sur la question de l'avortement. Et donc, c'est aux électeurs et aux élus de décider. Donc, ce qu'ils demandent, c'est que la question de la légalité de l'avortement soit renvoyée au niveau des parlements nationaux, des États américains. Il y a une chose intéressante, puisque d'entrée, j'ai pu entendre l'avocat donc, du Mississippi qui a tout de suite dit « Nous vous demandons de revenir sur votre jurisprudence Roe contre Wade, donc de revenir sur cette décision. » Et après, il y a une des juges, ça a été un peu commenté, lui a répondu « Mais vous vous rendez compte, ça fait 50 ans que cette décision a été prise. Qu'est-ce qui a changé en 50 ans pour qu'on revienne sur cette décision ?» Qu'est-ce que vous auriez répondu? En fait, c'est vrai qu'il y a un principe dans le droit anglo-saxon, c'est le précédent. Ouais. Voilà. On ne peut pas, sans motif sérieux, changer la jurisprudence. Parce que le droit anglo-saxon, c'est un droit qui est basé sur les précédents. C'est pas comme chez nous où on a des lois. Ils ont beaucoup aussi, eux, de précédents. On ne peut pas faire un revirement de jurisprudence de façon non motivée. Surtout lorsque l'affaire est importante, lorsque la jurisprudence est importante, a du poids. Et donc là, on peut comprendre, c'est là la principale ligne de défense en fait, des défenseurs de l'avortement, c'est par une forme de conservatisme. Ils disent gardons, oui. Ne changeons pas et surtout ne nous interrogeons pas. Et c'était là leur ligne principale de défense. Les avocats en face, ils ont très bien, j'ai aussi entendu le débat, ils ont très bien répondu. Ils ont dit, mais en fait, c'est dès le départ que c'était mauvais. C'est pas tant que les choses ont changé, certes, on connaît mieux le développement fœtal, on a une meilleure vision, une meilleure connaissance de la vie intra-utérine, mais ce qu'ils ont dit, c'est que déjà, le premier jugement était mauvais. Et donc, il faut revenir dessus. De la même manière que dans l'histoire de la Cour suprême, elle a déjà pris d'autres décisions mauvaises. Moi, je pense par exemple à celle, je crois, de 1927, qui autorisait la stérilisation des personnes un peu faibles d'esprit, une décision totalement eugéniste. Eh bien, évidemment, cette décision a été renversée par la suite. Alors, c'est amusant parce que c'est le juge Thomas, donc le juge noir, un excellent juriste à la Cour suprême qui a dit mais alors, dans ce cas-là on n'aurait pas dû changer les décisions sur la ségrégation par exemple. Non, bien sûr que non, il faut savoir reconnaître ses erreurs du passé, c'est un progrès de la justice et donc persévérer dans l'erreur, effectivement, comme vous le savez, c'est diabolique. Ça a peut-être eu du poids de sa part de revenir sur ce fait que la Cour suprême s'est peut-être déjà trompée. C'est déjà fourvoyé, bien sûr. Et est-ce que vous pensez que ce débat peut avoir une influence en France sur justement notre débat? Parce que c'est vraiment le délai, 15 semaines. Quelles raisons ils invoquent pour que ce soit 15 semaines et quels sont les... Oui, comme d'habitude, le délai est toujours plus ou moins arbitraire. Ouais. Il faut trouver un équilibre. Ce qui était en cause là devant la Cour suprême, c'est pas de savoir si c'est 15, 14 ou 16, c'est de savoir s'il appartient à la Constitution de garantir ce droit ou si c'est une question qui relève de chaque État. Chaque État sera ensuite compétent pour pouvoir décider s'il légalise ou non, dans quelle mesure il légalise l'accès à l'avortement. Et il est évident que certains États on peut penser, certains États très libéraux vont accorder un accès à l'avortement très, très large, très long, extrême, tandis que d'autres, au contraire, vont le réduire. Donc la conséquence de ce jugement, et on peut penser peut-être que la Cour effectivement suprême va se libérer de cette question, en la renvoyant au niveau des États fédérés, on peut penser que ça pourra, dans ce cas-là, si c'est le cas, ça aura pour conséquence une diversité importante de situations juridiques à travers les États. Et il nous reste juste une minute. Est-ce que vous pensez que cette décision pourrait avoir un impact en France, justement, par rapport à nos débats Alors, cette décision pourra avoir un impact très important dans le monde, mais déjà, dès avant, en fait, on voit que les organisations de promotion de l'avortement, comme le Centre pour les droits reproductifs, le planning familial, etc., ils sont en ce moment dans une forme de panique morale,
Ils deviennent très agressifs parce qu'ils ont l'impression de perdre pied. L'Amérique, ils voient bien, ils sont en train de perdre du terrain sans cesse. Ah oui, aux États-Unis, parce qu'il y a de moins en moins de médecins qui pratiquent l'avortement, de moins en moins de cliniques d'avortement. Il y a ce prochain jugement de la Cour suprême. En Europe, il y a la Pologne qui effectivement leur donne de l'urticaire. Donc ils voient que pour eux, en fait, la question de l'avortement n'est jamais acquise. Et plus encore, ce qui progresse, je pense, c'est la conscience du respect pour la vie humaine avant la naissance. Et cette conscience-là, c'est là leur principal ennemi. Merci beaucoup Grégoire Pupin, qu'on aura l'occasion donc de voir ce que décidera la Cour suprême américaine. Merci beaucoup et très bonne soirée sur RCF Alsace.